le mouvement No Kids qui fait la promotion d'espaces sans enfants. Alors certains adultes effectivement souhaitent partir en vacances ou aller dîner au restaurant sans être exposés à des comportements qui peuvent être, c'est vrai, un petit peu agaçants. C'est plus seulement les films réservés aux adultes, mais maintenant il y a les hôtels, les restaurants, les fêtes de mariage. Cette tendance No Kids, pas d'enfants, s'étend. Les enfants sont-ils devenus indésirables pour qu'on ne veuille plus les voir dans l'espace public ? Au mariage, en vacances ou même au resto. Je me demande qui fait le plus de bruit entre tout le monde. Je pense que c'est plus les adultes qui le font. La tendance No Kids, sans enfants, se déploie depuis les années 2000, à l'étranger d'abord et maintenant en France. Mais moi, je dis que c'est eux parce que souvent, quand ils viennent chez des gens, par exemple, on fait que de les entendre, on ferme la porte, on les entend toujours. La discrimination par l'âge, c'est interdit par la loi. On n'imagine pas entrer dans un hôtel interdit aux plus de 60 ans. Pourtant, les lieux garantis sans enfants représentent déjà 3% de l'offre touristique en France. Et s'ils sont rentables économiquement, ça risque de se répandre. Mais en fait, le vrai problème, ce serait pas que tout notre espace public est No Kids. Je veux dire, pas pensé pour les plus jeunes. L'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant dit que l'enfant a le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a même rajouté que l'accès à des espaces sûrs et inclusifs dans les espaces publics est essentiel. Alors comment créer des espaces communs qui répondent à nos besoins à tous, tout en étant à hauteur d'enfants ? Comment redonner leur place aux enfants dans l'espace public ? Ah non mais oui, mais ils ont une place dans la société, non mais c'est pas les adultes qui commandent, hein. Non mais dis donc. Qui c'est qui commande ? Une série documentaire de Lolita Rivet sur les enfants et leurs droits. Épisode 5, va jouer dehors. On est arrivé. Merci madame. Ah pardon. Là t'as le bras assez long, c'est bon ? Oh bah non, ouais, je te soulève. S'occuper d'enfants, c'est changer de regard sur l'espace qu'on habite. Comme si on changeait de lunettes. T'arrives ou pas là ? Il te manque 2 cm. J'arrive déjà à plus. On réalise à quel point la ville n'est pas pensée pour eux. Les portes claquent, les poignées sont trop dures, les boutons trop hauts, les trottoirs trop étroits et encombrés par des poubelles, et les pots d'échappement à hauteur de leur nez. Et je ne vous parle pas des toilettes publiques ou des tables à langer uniquement présentes côté femmes. Ce serait bien que les gens s'arrêtent. Ce manque d'accessibilité, il n'y a pas que les enfants et leurs parents qui le subissent. Merci madame. Viens, on est parti. C'est parti, elle attend pour nous. Vas-y chérie. Parce que l'aménagement urbain a été pensé pour un homme adulte, valide, qui consomme et travaille. Ça veut dire qu'on a surtout fait en sorte de pouvoir se déplacer efficacement du domicile au travail en journée, sans penser aux enfants, aux personnes âgées ou aux personnes handicapées. Ma fille de 4 ans adore grimper partout, sur les murets, les grilles d'immeubles, les rebords de fenêtres. Des passants lui ont déjà dit que c'était pas pour jouer, ou qu'il ne fallait pas toucher. Et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'en ville, le seul endroit où les enfants ont le droit d'explorer, ce sont les parcs et les aires de jeu ? Ces parkings à enfants par classe d'âge, comme les appelle le philosophe Thierry Pacaud. Pourquoi la ville n'est pas faite pour jouer ? En fait, les enfants sont moins présents dans les villes qu'ils ne l'étaient par le passé. Clément Rivière est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille. Au cours des 3-4 dernières décennies, on sait, grâce à un ensemble de recherches qui ont été conduites par des sociologues, par des économistes, par des psychologues, par des géographes, que les enfants, ils passent moins de temps sans adultes dans les espaces publics. Leur rayon de mobilité diminue et par ailleurs,
l'âge auquel en fait ils réalisent les premiers trajets en autonomie est retardé. Donc c'est à la fois une amplitude d'autonomie moins grande dans l'espace, un temps passé qui se réduit et puis un âge d'autonomie qui se décale dans le temps. Selon une étude de l'ADEME, l'Agence publique de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, les enfants commencent à se déplacer seuls vers 11 ans et demi. C'est 1 an plus tard que leurs parents quand ils étaient petits. Seulement 9% des enfants de CM2 vont tout seuls à l'école. En 6e, ils sont 36%. Ça met en jeu plein de choses différentes qui sont à la fois liées à des évolutions sociales qu'on peut considérer comme étant bénéfiques pour les enfants. Par exemple, le fait d'avoir, pour la plupart d'entre eux, arrêté de travailler. Ça renvoie aussi à l'évolution des conditions de logement, puisqu'en fait, des logements plus grands, de meilleure qualité, ont tendance à faire en sorte que les habitants, notamment les enfants, soient un peu moins dehors. Ça renvoie aussi à des évolutions de la façon dont les villes sont aménagées, notamment la place des voitures qui, tout au long du XXe siècle, se sont mises à occuper la ville pour circuler et pour stationner. Et les villes ont été redessinées, pensées aussi en fonction de cette place centrale de l'automobile. Et donc la disparition dans un certain nombre de villes de terrains de jeu, de friches, est liée à cette nécessité nouvelle de pouvoir garer les voitures. On est passé de 2 millions de voitures dans les années 50 à 40 millions d'automobiles en France aujourd'hui. Évidemment, ça prend de la place. Ouais, voilà, comme ça, stop, tu peux la poser. Nous, on peut aller chercher des tables. Des associations, comme les Potentiels à Lille, essayent de redonner de la place aux enfants dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a plein de trucs. Chaque année, ils organisent une rue aux enfants. C'est une rue entièrement fermée à la circulation pour que les plus jeunes se la réapproprient le temps d'un après-midi. On a des valises à déguisement, on a des cordes à sauter. De quoi peindre, parce qu'on va peindre la rue. On va mettre plein de couleurs, plein de jeux libres, type échasse, craie. On a du matériel de construction aussi. Est-ce qu'il faut enlever déjà les pochettes La ville, c'était un terrain d'aventure gigantesque en fait pour les enfants avant. On se posait même pas la question de est-ce qu'on a le droit de le faire ou pas. Ils le faisaient et aujourd'hui on le fait plus. Marilène Gars de l'association Les Potentiels. Et ça a des impacts quand même assez graves en fait sur leur autonomie, leur liberté, leur capacité à découvrir le monde. Il y a cette question aussi de la mobilité. Plus t'es tôt dehors en autonomie, plus t'es capable de faire plein de choses dans la ville en fait et de pas avoir peur les premières fois où tu vas le faire. Je vais me faire maquiller donc en papillon. Alors on y va, papillon. Quelle couleur ce papillon, dis-moi ? J'aime bien le orange, le bleu, l'orange, le jaune et le vert. Je suis très content qu'il y ait la rue aux enfants parce que à la part la kermesse et les toutes petites fêtes qu'on organise en hiver, bah ça change un peu. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est la rue qui est bloquée juste pour que nous on puisse jouer. Et je trouve ça incroyable. Pendant quelques heures pour les enfants, donc il n'y aura pas de voiture, il n'y aura pas de choses qui va nous embêter. Et on va pouvoir jouer, on va pouvoir faire la fête entre guillemets. On va pouvoir faire ce qu'on veut en quelque sorte. Du coup c'est comme si on était les rois du monde un peu, même si c'est juste une rue, mais du coup c'est cool. En quelques minutes, la rue se remplit d'enfants surexcités. Trop heureux d'avoir un terrain de jeu qui leur est spécialement destiné. D'être pour une fois au centre de ce qui se passe dehors. Et au milieu des enfants enthousiastes, il y a des grands un peu déboussolés. Oui, je viens chercher ma petite fille. Elle est partie par là, j'ai dû la perdre, l'égarer pour son plus grand bonheur. Ah, c'est génial. Il faudrait qu'il y ait plus de rues encore comme ça, hein. Les enfants se mélangent, les parents discutent entre eux. Qui peut être contre les enfants qui s'amusent, qui apportent de la joie dans une ville ? Qui peut être contre ? Je ne sais pas. Ne mangez pas. Mais donc vous aimez bien être dans la rue quand on ferme les rues comme ça? Moi je me sens protégée. En fait c'est le seul moment où je peux vraiment me défouler dans la rue. Même à la sortie de l'école comme ça, vu que c'est fermé, pas tout le temps, mais on peut voir les copains sur la route et tout, et être avec eux après l'école. Ce qui est bien c'est que c'est animé, donc c'est ça que les gens aiment bien. C'est pas que du blanc et des briques, ça donne de la joie. 90% des parents mettent en avant l'insécurité routière pour expliquer qu'ils ne laissent pas leurs enfants se déplacer seuls. Mais ce n'est pas l'unique raison.
Près de l'entrée de l'école, un groupe de 7 filles de CM2 sont à l'atelier collage. Toi, tu as le droit de te balader seule ou pas? J'aimerais bien, sauf que j'ai un peu une maman poule, donc elle n'arrive pas d'arriver tout de suite. Mais j'aimerais bien aussi me balader avec mes amis ou toute seule. Je trouve que c'est un passage à l'âge où tu es un peu plus indépendant. J'aimerais être un peu plus relâchée. On me protège un peu trop. Parce qu'en ce moment, mes parents écoutaient un peu la radio et ils voient que beaucoup d'enfants se font agresser, maltraités ou tués dans la rue. Donc ils ont un peu plus peur et je peux les comprendre. Et moi j'ai un peu peur des personnes bizarres dans la rue. Enfin là je rentre toute seule de l'école, mais à part ça, j'ai pas trop envie de sortir seule, ça m'apporte à rien. Il y a un durcissement très fort des discours politiques et médiatiques autour de figures qui sont des figures plus ou moins fantasmées de danger, et notamment de danger pour les enfants. Clément Rivière, sociologue. Ce qui a des effets sur les parents, en fait, qui vont être perpétuellement exposés à des histoires préoccupantes, sordides, traumatisantes, et qui vont, en fait, peut-être les conduire à ne pas laisser leurs enfants faire des choses qu'ils auraient pu leur laisser faire sinon. Comme ne serait-ce qu'aller à l'école tout seul, ou aller voir des copains dans la rue, ou aller jouer au foot en bas de chez soi. Alors quand on nous présente sans cesse des enlèvements d'enfants terribles, il y a un message derrière. Le message, c'est gardez vos enfants chez vous, sinon vous êtes un mauvais parent. 8 parents sur 10 craignent que leur enfant se fasse agresser dans la rue s'il est seul. Les mêmes gens qui vont avoir tendance à instrumentaliser les faits divers et à dire qu'en fait c'est très risqué dans la société telle qu'elle est aujourd'hui de laisser les enfants dehors, ça va pas du tout. En fait, dès qu'on leur parle de l'autre grande crainte des parents qui est celle de l'accident de la circulation, alors là, s'il s'agit de toucher à la place de la voiture dans la ville, tout de suite, la vie des enfants et leur liberté leur paraît beaucoup moins importante. Là, tout d'un coup, on touche un point, une ligne rouge, comme on dit aujourd'hui. Et donc, les mêmes gens qui vont pointer du doigt les supposés violeurs, tueurs d'enfants, etc., sont pas prêts, je pense, à remettre en question de manière significative la place de la voiture dans la ville. Bon. Quand je regarde ma fille filer en trottinette avec insouciance sur les trottoirs, j'aimerais la protéger de tout. Je sais qu'un jour, je vais devoir la mettre en garde sur la ville et ses dangers. Et je parle plus des voitures, je parle de tout le reste. Tout ce à quoi les petites filles qui ne sont plus si petites doivent faire attention. La façon de s'habiller, de se comporter. Tous les conseils que j'ai moi-même reçus au début de l'adolescence. Les filles et les garçons ne sont pas préparés de la même façon à la ville et aux usages des espaces publics. Dans son livre « Leurs enfants dans la ville », Clément Rivière étudie la socialisation des enfants à l'extérieur. Ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de décrire comment les parents, finalement, essayent de préparer leurs filles, de former leurs filles à la place spécifique qu'elles occupent dans la société urbaine, qui est une place qu'on pourrait qualifier de dominée ou de secondaire, avec un accès moindre aux espaces publics, alors à la fois en termes d'horaire, mais aussi plus de contrôle de la façon dont elles vont être habillées, dont elles vont se présenter aux autres dans les espaces publics. La substance du message qui est transmis aux filles est un peu la même dans toutes les familles. C'est l'idée qu'elles doivent, d'une certaine manière, faire profil bas. Et le genre n'est pas le seul critère qui change le rapport des enfants à la ville. Le milieu social, l'endroit où ils grandissent, ou le fait d'avoir un handicap joue énormément. Parler de manière générique des enfants, c'est aussi un peu problématique, puisqu'il y a des différences qui renvoient au contexte dans lequel ils grandissent, et puis aussi au type d'éducation, au type de manière dont leur temps, notamment, est investi par les parents, qui peuvent des fois présenter des contrastes très importants. Il y a des enfants qui ont très peu de temps disponible. Et donc, en fait, ils ont très peu de temps à passer dehors, notamment, parce qu'ils ont peu de temps disponible pour jouer. Le lundi, je fais de la piscine le soir. Mardi, j'ai danse classique le soir. Mercredi, rugby. Jeudi, j'ai piscine. Et vendredi, j'ai yoga. C'est plutôt des enfants qui grandissent dans des milieux favorisés. Au fond, si on combine ça avec le temps passé devant les écrans qui grandit aussi, il n'y a plus beaucoup de temps pour être dehors, quoi. D'un côté, on est dans un moment où
On s'interroge justement sur le fait que les enfants sont trop dedans, sont trop devant les écrans et peut-être ne s'approprient pas assez leur environnement. Et d'un autre côté, il y a aussi, alors c'est pas les mêmes gens évidemment, mais des discours récurrents sur la jeunesse et un peu l'enfance aussi, désœuvrée, qui serait dans la rue, qui finalement serait livrée à elle-même. Et donc là, il y a quand même une stigmatisation importante de manières d'être dans la ville ou d'être dehors qui sont plutôt caractéristiques des classes populaires et qui sont pointées du doigt par un certain nombre de discours politiques notamment. Ma fille est blanche. Je sais qu'elle a moins de chances d'être contrôlée par la police que les jeunes racisés dans la rue. Publié en avril 2025, le rapport d'Aline Dayer et Magda Boutros a montré que certains jeunes, noirs ou arabes, écopent d'amendes à répétition, au point d'être endettés. Vas-y, mets ton deuxième pied. Il faut que tu regardes devant toi. Vas-y, pousse. Regarde loin devant toi. Vas-y, tu pousses. Plus vite. Ouais, regarde devant toi. Dans la rue aux enfants, l'association Roule Nordiste a ramené une dizaine de vélos pour initier les enfants aux deux roues. Ouais, ça va, elle a un petit équilibre déjà. Ouais. Alors, t'aimes bien ? En octobre 2024, le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge a constaté que plus de 37% des adolescents avaient un mode de vie trop sédentaire. Peu d'activité physique, beaucoup de temps devant les écrans. Les enfants français sont en train de devenir des enfants d'intérieur. Et c'est un enjeu de santé publique. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les enfants devraient faire au moins 1 heure d'activité physique par jour. C'est 30 minutes pour les adultes. Dans les faits, parmi les enfants de moins de 10 ans, quasiment 40% en font moins. Chez les ados, c'est pire, ce chiffre monte à 73%. À l'inverse, le temps passé devant les écrans a tendance à augmenter. Les enfants de 2 ans passent en moyenne 1 heure par jour devant les écrans. 1h30 pour les enfants de 5 ans et pour les ados, c'est 5 heures par jour en moyenne. Et on sait aujourd'hui que le temps d'écran et l'usage des réseaux sociaux fragilisent la santé mentale des adolescents. Moi, j'ai grandi sans smartphone. Ça fait boomer de dire ça, mais je pense que c'est une chance. J'habitais dans un pavillon dans le sud de la Seine-et-Marne. Derrière chez moi, il y avait des champs, une prairie avec un poney et la forêt. On passait notre temps dehors, dans le jardin ou à faire des tours de pâté de maison à vélo. On était très libres. Vas-y, tu peux avancer là. À côté, ma fille a une vie parisienne très sédentaire et je suis sur ses côtes en permanence. Tu t'arrêtes au bout là, ok ? Tiens-toi les mains sur les. Allez, traîne pas, nous avance. Mais on idéalise aussi souvent l'enfance à la campagne. Car en contrepartie, on dépend entièrement de nos parents pour nous emmener en voiture partout. Parce que les transports en commun, c'est pas ça. Il faut avoir les moyens de se payer le permis à 18 ans pour être enfin autonome, et d'autres s'achètent un scooter dès 14 ans. Mais les routes sont dangereuses. J'ai perdu plusieurs amis en 2 roues avant d'être majeur. Explorer la forêt aussi, ça peut être dangereux. Je me souviens des coups de feu des chasseurs qui nous faisaient sursauter. Il fallait mettre des vêtements colorés pour ne pas être pris pour une biche et surtout ne pas sortir des sentiers. Vive la liberté. Concernant l'air pur de la campagne, qui serait meilleur que l'air pollué de la ville, eh bien, ça dépend d'où vous grandissez. En France, depuis 1980, les cancers infantiles augmentent chaque année de 1%. 2500 nouveaux cas par an. C'est la 2e cause de mortalité chez l'enfant. Cache Investigation, 2016. Existe-t-il un lien entre ces maladies et l'exposition aux pesticides ? Pour les scientifiques français, il n'y a plus guère de doute. Il y a aujourd'hui en France ce qu'on appelle des clusters de cancers pédiatriques, comme en Normandie, en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime ou dans le Jura. Les produits toxiques utilisés pour l'agriculture sont en train d'empoisonner les enfants. Ça semble être le b.a.-ba, mais la défenseure des droits a rappelé en 2024 le droit des enfants de grandir dans un environnement sain, de pouvoir respirer, boire et manger sans craindre pour leur santé.
Que ce soit à la campagne ou en ville, est-ce qu'il existe des endroits pensés pour les enfants, où on ne leur dit pas quoi faire et comment le faire? Noah, tu veux te mettre tes pieds dedans? Ouais. Des lieux où ils peuvent aller seuls et faire ce que bon leur semble. Ah, nous, on est dans nos petites biens de pieds, là. Tranquillou. Avoir du temps libre et jouer en sécurité. Mathieu! Attends, parce que là, je te propose, si tu veux, il faut essayer de défaire des petits bouts de bois pour faire des petits tuteurs, pour protéger les plantes. C'est ce qu'a voulu faire Mathieu Weinstein, à Bagnolet. L'animateur a obtenu de la ville de récupérer 500 mètres carrés de terrain envahis par les dépôts sauvages. Il en a fait un terrain d'aventure destiné aux enfants. Bonjour, tu t'appelles comment? Asma. T'as quel âge, Asma, toi? Moi, j'en ai 9. Moi, je suis la guide de la petite plage. Il y a des arbres, il y a la cuisine à côté, il y a une table, un bateau avec un cheval dedans. Il y a encore le derrière du jardin, parce que c'est un grand jardin. Moi, mon endroit préféré, c'est où il y a les cerises, parce que je mange tout le temps les cerises. Tu plantes un pied de tomate? À la petite plage de Bagnolet, tous les enfants sont les bienvenus, gratuitement. Si vous voulez, je peux vous visiter la caravane là-bas, si vous voulez. Là, je fais un peu les plantations. C'est quoi les plantations? Mais dans les faits, ceux qui viennent sont souvent assez abîmés, par des contextes familiaux dysfonctionnels, des conditions de vie difficiles. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Alia? Alia va rentrer direct, tu as un peu de temps. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Au moins, déjà que je comprenne. Ici, il trouve une deuxième famille. S'il n'y avait pas le terrain d'aventure, tu t'irais où? Tu ferais quoi? Je serais chez moi toute la journée, mais au moins le terrain d'aventure qui nous sauve. Quand t'es enfermé à la maison, tu fais quoi? On joue au Uno, je sais pas, je joue avec ma Switch, ou soit on regarde la télé. Apparemment, ça nous bousille le cerveau. Il y a des choses que j'ai le droit de faire au terrain d'aventure, c'est que j'ai le droit de faire de la cuisine, j'ai le droit de m'énerver et à partir quelque part parce qu'à la maison, il n'y a que 2 chambres, ça veut dire que c'est compliqué parce que soit tout le monde vient tous dans ma chambre, ça veut dire que c'est énervant. Alors que là, ça va mieux, c'est moins énervant. Regardez, de l'autre côté, j'ai fait un trait pour que ce soit bien... Comme ça? Ah, tu peux y aller encore. Non, encore. Regarde, cette pointe-là, tu la ramènes sur cette pointe-là. Vas-y. Et en fait, François Grandeau a été un des premiers à gérer des terrains d'aventure à Paris. Il y accueillait les enfants de la rue dans les années 90. Mais les enfants, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin qu'on leur lâche un peu les baskets, qu'on les laisse un peu tranquilles. Ils ont besoin d'être dans leur monde et qu'on le respecte. Ça n'empêche pas qu'on soit vigilant, ça n'empêche pas qu'on les laisse pas faire n'importe quoi non plus. Mais malgré tout, ils ont besoin de faire leurs expériences et qu'on les laisse tranquilles. La philosophie du terrain d'aventure, c'est l'enfant. Il n'est pas vu en tant que futur adulte ou futur citoyen. On n'est pas là, nous, adultes, pour l'amener à quelque chose. On n'est pas là pour lui faire découvrir, Non, on est là pour le faire vivre son état d'enfant. Voilà. Le terrain d'aventure, c'est l'antithèse du centre de loisirs ou du square. Un centre de loisirs, l'animateur, il est là, il est au centre. Nous, au contraire, on fait tout pour disparaître. Il y a énormément d'observations. On va regarder les gamins. On va regarder d'abord. Faut les connaître à fond. Faut savoir ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont pas capables de faire, ce qu'on va pouvoir les laisser faire, là où il va falloir qu'on intervienne. Mais nous, on doit disparaître au maximum. L'idée des terrains, elle est sortie de la tête d'un architecte danois, Sorensen, dans les années 40. Il a observé que les enfants préféraient jouer dans les ruines, les débris et les gravats, plutôt que sur les toboggans, les tape-culs et autres balançoires. Moi aussi, je veux me baigner. Je sais, je vais mouiller les pieds, moi. Non, mais pas encore tes pieds. Non, parce qu'il y a trop de saleté, c'est pour ça. En France, les terrains d'aventure doivent respecter une charte, dont les principes phares sont le libre accès, la gratuité et surtout l'activité libre. L'activité libre, ça veut dire qu'elle n'est pas forcément productive. Ça veut dire un gamin sur le terrain, il a envie de faire un trou, il a envie de touiller la terre, mais pas forcément pour faire quelque chose, simplement pour touiller la terre ou pour faire un trou. Voilà.
On est très vigilant quand même. Je laisse pas un gamin faire n'importe quoi avec une scie. Je laisse pas un gamin faire quelque chose dont je sais qu'il n'a pas le niveau. C'est leur terrain, qui doivent s'approprier les outils, qui doivent s'approprier l'espace. Ils doivent aussi s'approprier leur propre sécurité. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas d'accident. C'est pas en leur disant oui, fais attention, machin, ne mets pas si non. C'est en le laissant face aux problèmes. Et c'est à lui de résoudre les problèmes. Et là, on est de plus en plus sur, non, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas faire. Oh là là, tu creuses le sol, mais mon Dieu, c'est terrible. Oh là là, tu fais du feu, mais c'est épouvantable. Tu fais ci, tu fais ça, tu utilises un marteau, c'est pas possible. On est rentré dans un système d'interdits et de normes. Il faut absolument mettre les gamins sous papier bulle, quoi. Potiron. Potimarron. Ah, c'est pas le truc pour faire des soupes? On va planter là-bas, Serena. Tout doucement, fais gaffe, regarde ta tomate, t'es en train de la plier. Et je vous prépare pour un autre trou pour les tomates tout à l'heure. Aujourd'hui, on comptabilise à peine une 60aine de terrains d'aventure en France, encore bridés par la réglementation et le manque de subventions. En comparaison, en Allemagne, il y en a plus de 400. Les terrains d'aventure font partie d'un mouvement plus large, de remise en question de la ségrégation des enfants. Le pionnier de la ville à hauteur d'enfant, c'est Francesco Tonucci, un enseignant italien, chercheur en psychologie, qui a voulu faire sortir les enfants de chez eux pour qu'ils vivent l'expérience fondamentale de l'exploration, de l'aventure et du jeu. Il milite pour un temps libre des enfants, et même pour l'ennui, en dehors de leur famille et de l'école. Il a commencé par sa ville natale, Fano, sur la côte adriatique. Les trottoirs ont été élargis, des rues fermées aux voitures, la vitesse de circulation limitée et les terrains de sport ouverts gratuitement le soir et les week-ends. Pour lui, une ville bonne pour les enfants, c'est une ville bonne pour tout le monde. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de canard avec un aigle sur le dos. Sa moto écartée comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Aujourd'hui, près de 300 villes en France veulent prendre en compte les besoins des enfants et ont signé une charte ville à hauteur d'enfant. C'est le cas de Lille, qui a émis une 50aine de recommandations. Je vous en cite quelques-unes. Mettre la signalétique à hauteur du regard des enfants, à 1,20 m, comme l'a fait la ville de Bâle en Suisse. Piétoniser les zones autour des lieux qui accueillent des enfants et multiplier les rues scolaires. Végétaliser les cours de récré. Rendre les transports en commun plus accessibles, avec des ascenseurs et des portiques adaptés à leur petite taille. À Clermont-Ferrand, ils ont même associé chaque arrêt de tramway à un animal. Pas besoin de savoir lire pour se déplacer. Rendre la ville plus ludique, en mettant des instruments ou des malles de jeu en libre service dans les rues. Permettre que les enfants dessinent sur certains murs et trottoirs. Augmenter la durée des feux piétons pour laisser le temps aux plus lents de traverser. Ouvrir les cours d'école et les stades, les soirs et les week-ends, comme en Suède. Mais on pourrait aussi rajouter la gratuité des transports jusqu'à 18 ans, comme c'est le cas à Lille, et l'aménagement de rames dédiées aux jeux des enfants dans les trains, comme ça existe en Suisse, en Finlande ou au Japon, où on peut voir des wagons avec des toboggans, des piscines à boules ou des bibliothèques. Voilà, il y a des choses à faire. Mais comme toujours, il faut une volonté politique forte. Et justement, pour prendre en compte les besoins des enfants, est-ce qu'il ne faudrait pas les faire participer aux décisions politiques ? Dans l'épisode 6, on entendra des enfants engagés. Ni résignés, ni blasés, s'il y a bien des personnes qui peuvent nous aider à changer le monde, ce sont les enfants. C'est un espèce de paradoxe qui est hyper violent. Tous ces préjugés-là de jeunes qui veulent rien faire, et dès que tu commences à vouloir faire des trucs, on te met des bâtons dans les roues. Comment vous vous sentez à la fin de cet épisode ? Parlez-en sur vos réseaux sociaux
et envoyez-le à vos proches pour ne pas oublier les enfants que nous avons été. Un tatouage avec un cœur bleu sur la peau belème. Et juste à l'intérieur, on disait maman t'aime. Il avait une petite amie de nom de Marilou. On la prenait par pitié, une enfant de son âge. Comme tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chaîne de moto bien davantage. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson, des canards avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région.